Salut, aujourd'hui on parle de fusion nucléaire, c'est le phénomène qui a lieu au cœur des étoiles et qui fait qu'elles émettent autant d'énergie. Et si on arrive à reproduire cette fusion dans les centrales, on va pouvoir produire une quantité quasiment infinie d'énergie. On va voir les machines qui existent aujourd'hui pour réaliser tout ça, et on parlera aussi de tout ce que la fusion nous permettra de faire dans l'avenir. Alors ça peut mettre des siècles à arriver, mais l'histoire des technologies, c'est pas une longue progression continue. Des fois il y a des à-coups avec des inventions géniales comme l'imprimerie, le moteur à explosion, Internet, et c'est pas impossible que la fusion arrive plus tôt que prévu. Le Soleil est constitué d'hydrogène et d'hélium dans un état de la matière qu'on appelle un plasma. Si vous chauffez un solide, il devient liquide. Au niveau microscopique, ça veut dire que les atomes, au lieu d'être bien alignés et quasiment immobiles, ils vont se mettre à glisser les uns sur les autres. Si vous augmentez la température, le liquide devient un gaz, donc les atomes et les molécules vont commencer à se séparer et à se disperser. Et si la température continue à augmenter, le gaz se transforme en plasma. Ça veut dire qu'il y a tellement d'énergie que les électrons vont être arrachés des noyaux. Le plasma, c'est une sorte de soupe de noyaux et d'électrons. Et comme l'atome d'hydrogène, c'est juste un proton et un électron, dans le Soleil, on a majoritairement des protons et des électrons qui se baladent librement. Au cœur de l'étoile, la température et la pression sont tellement fortes que les protons vont fusionner entre eux. C'est ça qu'on appelle la fusion nucléaire. Alors si vous assemblez deux protons, ça tient pas, ils vont se séparer immédiatement, mais dans certains cas, un des protons va pouvoir se changer en neutron. C'est la transformation bêta dont on a déjà parlé. Et pendant cette transformation, il y a émission de deux particules qu'on appelle le positon et le neutrino. Le positon, c'est de l'antimatière, donc dès qu'il va entrer en contact avec un électron du plasma, les deux vont disparaître en émettant de la lumière. Là, on a déjà une première émission d'énergie sous forme de lumière. Mais ça reste assez léger, on va voir que c'est un autre phénomène qui fournit la majorité de l'énergie rayonnée par le Soleil. Ok, donc les deux protons ont fusionné et un des deux s'est transformé en neutron. Donc on a un nouveau noyau formé d'un proton et d'un neutron. On appelle ça du deutérium. Alors vous allez me dire, c'est un nouvel élément, je le mets où dans le tableau périodique? Eh bien dans le tableau, la seule chose qui compte, c'est le nombre de protons. Ici on a un proton, et un proton, ça correspond à l'hydrogène. Le fait qu'on ait des neutrons en plus ou en moins, ça ne change pas l'élément. On dit qu'on a des isotopes de l'hydrogène. Donc le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. L'hydrogène simple, c'est un proton, et le deutérium, c'est un proton et un neutron. Et il se trouve qu'il y a un troisième isotope de l'hydrogène, on va en parler un peu après. Ensuite, ce deutérium va pouvoir fusionner avec un autre proton. Là, on a deux protons et un neutron. Deux protons, ça veut dire qu'on est sur la deuxième case du tableau périodique. Et donc, ce noyau, c'est un noyau d'hélium. Et comme on a trois particules en tout, on appelle ça l'hélium 3. On fabrique comme ça un grand nombre de noyaux d'hélium 3. Et la dernière étape, c'est la fusion de deux noyaux d'hélium 3, ce qui va permettre de fabriquer de l'hélium 4, deux protons et deux neutrons. Et si vous comptez bien, il reste deux protons en trop qui vont partir. Voilà, c'est comme ça que l'hydrogène se transforme en hélium dans les étoiles, et c'est pour ça que le Soleil brille. Ok, on fait le bilan. On a deux noyaux d'hélium 3 qui ont été formés chacun à partir de 3 protons. Donc en tout, on est parti de 6 protons. Et à la fin, on a un hélium 4 et 2 protons. À ce moment-là, il se passe quelque chose de très bizarre. Si on pèse d'un côté les 6 protons de départ et d'un autre côté l'hélium 4 et les 2 protons à la fin, on n'obtient pas la même masse. C'est comme si vous preniez 6 morceaux de Lego, vous les assemblez, et quand vous pesez la construction finale, vous obtenez quelque chose de plus léger que les pièces qui étaient séparées. Et ce qui permet de résoudre cette énigme, c'est l'équation d'Einstein, E égale mc2. Une des manières d'interpréter cette équation, c'est de dire que la masse peut se transformer en énergie. Et effectivement, la masse perdue lors de la fusion, elle va se retrouver sous forme d'énergie, et dans le cas du Soleil, sous forme de rayonnement lumineux. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est réaliser le même genre de réaction sur Terre dans une centrale. Premier problème, si le Soleil rayonne autant d'énergie, c'est pas parce que la fusion au cœur est ultra efficace, c'est parce que le Soleil est très gros. Si vous prenez 1 mètre cube du cœur du Soleil à 15 millions de degrés,
Ça ne rayonne que 280 watts. 280 watts par mètre cube, c'est vraiment très peu. Même vous, en tant qu'humain avec une certaine température, vous rayonnez plus que ça. Du coup, si on veut fabriquer une centrale à fusion, il va falloir monter encore plus haut que ces 15 millions de degrés. Il va falloir apporter beaucoup d'énergie en entrée pour faire fusionner l'hydrogène en hélium. Et une fois qu'on y est arrivé, la fusion dégage énormément d'énergie. Et le but, c'est de récupérer plus d'énergie en sortie qu'on en a mis en entrée. Après, c'est un peu comme dans toutes les centrales, vous faites chauffer de l'eau avec cette énergie. L'eau liquide se transforme en vapeur d'eau. La vapeur d'eau fait tourner des turbines qui vont générer de l'électricité. Voilà, au lieu de chauffer l'eau avec du gaz, du charbon ou de l'uranium, on fait chauffer l'eau grâce à la fusion. Donc il faut bien faire la différence. Dans une centrale classique, on fait de la fission. On coupe en deux des noyaux d'uranium et ça crée une réaction en chaîne qui libère de l'énergie. Pour la fusion, c'est l'inverse. On part de noyaux légers et on les assemble pour former des noyaux plus lourds. Et il se trouve que là aussi, on récupère de l'énergie, et d'ailleurs, a priori, beaucoup plus. La fusion, on sait déjà faire ça depuis les années 50. Quand les Américains font sauter leur bombe atomique en 1945, ils pensent pouvoir rester la seule puissance nucléaire pendant de longues années. Sauf que, dès 1949, les Russes arrivent eux aussi à fabriquer la bombe A. Pour garder une avance, les Américains vont alors développer un nouveau type de bombe encore plus puissante, la bombe H. Alors, est-ce que vous savez ce qui différencie une bombe A d'une bombe H ? Eh bien, on vient d'en parler, c'est la fission et la fusion. Une bombe A, ça représente environ 20 000 tonnes de TNT, et l'énergie vient de la fission d'uranium ou de plutonium. Une bombe H, c'est encore plus puissant, c'est 10 millions de tonnes de TNT. Et cette fois-ci, l'énergie vient de la fusion de l'hydrogène. Bombe H, ça veut dire bombe hydrogène. Donc la fusion, on sait faire depuis longtemps, mais tout le problème, c'est de maîtriser la réaction pour avoir une production d'énergie stable. Et si on y arrive, c'est vraiment miraculeux. On a une énergie abondante pendant des millions d'années. Les déchets radioactifs de la fusion, il y en a très peu et ils ont une durée de vie beaucoup plus courte que dans les centrales classiques. Et on n'a aucun risque de prolifération. Parce que contrairement à la fission, ici le carburant, ce sont des atomes légers comme l'hydrogène et ses isotopes. Dans les centrales nucléaires classiques, on a des barres d'uranium qui peuvent être utilisées pour produire de l'énergie, mais aussi pour faire des bombes atomiques. Alors que si vous avez une centrale à fusion, c'est pas ça qui va vous aider à faire une bombe H parce que les technologies n'ont rien à voir. Pour maîtriser les réactions de fusion, on a besoin d'un plasma à très haute température. Or, quand vous avez un objet qui contient énormément d'énergie, naturellement, il a tendance à émettre cette énergie vers l'extérieur et à baisser en température. Donc le but, c'est de confiner le plasma, c'est-à-dire confiner à haute température des particules qui ont une charge électrique. Et une bonne manière de coincer des particules chargées, c'est d'utiliser un champ magnétique. Les particules chargées vont alors suivre les lignes de champ magnétique en faisant des petits tourbillons autour. Donc si on utilise une bobine, c'est-à-dire un ensemble de spires parcourus par du courant, ça crée un champ magnétique en ligne droite, et donc les particules vont rester dans l'axe de la bobine. Et plus vous resserrez les spires, et plus le champ magnétique va être fort. Pour éviter que les particules s'enfuient sur les côtés, des scientifiques russes ont eu l'idée dans les années 50 de refermer la bobine sur elle-même. On fabrique ce qu'on appelle un Thor, une sorte de donut. Le gros problème, c'est qu'en faisant ça, les spires qui étaient à égale distance les unes des autres quand la bobine était droite, maintenant elles se retrouvent plus serrées au centre du Thor qu'à la périphérie. Et on vient de le voir, quand les spires sont resserrées, ça crée un champ magnétique plus fort. Du coup, le champ magnétique va être plus élevé vers les parois centrales que vers la périphérie. Donc il va y avoir une pression magnétique plus intense au centre qui va projeter le plasma sur les parois de la périphérie. Et du plasma à 150 millions de degrés sur des parois en métal, on n'aime pas trop. Donc notre but, ça va être de trouver des systèmes qui vont ramener les particules de la périphérie vers le centre. Une première solution, c'est de déformer le Thor. On peut par exemple fabriquer un Thor à deux boucles, on appelle ça un stellarator. Si vous avez des particules qui se retrouvent projetées vers l'extérieur de la première boucle, elles se retrouvent à l'intérieur de la seconde. Et ensuite, elles sont à nouveau projetées vers l'extérieur de la seconde boucle, ce qui fait qu'elles arrivent à l'intérieur de la première. Autre solution, on peut garder une seule boucle, mais avoir des bobines déformées qui font tourner le plasma. Donc vous imaginez le plasma comme un ruban, les particules sont sans cesse décalées vers l'extérieur du ruban, c'est le problème qu'on essaye de résoudre.
Et ici, en avançant, le ruban se retourne à cause des bobines déformées. Donc les particules qui étaient vers l'extérieur, hop, on retourne et elles se retrouvent vers l'intérieur. Voilà, ça c'est une première gamme de solutions, on déforme le tore. Mais, on va le voir, il y a un projet international qui s'appelle ITER et qui a choisi une autre méthode. À 40 km d'Aix-en-Provence, une énorme installation est en cours de construction. En 2025, un réacteur expérimental devra tester la fusion nucléaire et récupérer plus d'énergie en sortie que ce qui est injecté en entrée. La machine fera 29 mètres de haut et pèsera 23 000 tonnes. Ce sera également un tore magnétique qu'on appelle un tokamak. A priori, on a toujours le problème des particules projetées vers l'extérieur, mais on va voir que dans le tokamak, on règle ça sans déformer la structure du tore. On commence par disposer des électroaimants de 500 tonnes pour confiner le plasma, et l'astuce c'est la suivante. Au lieu de construire des bobines qui se tordent, on va rajouter un autre champ magnétique qui va faire que le plasma va se tordre tout seul à l'intérieur du tokamak. Pour ça, on ajoute un électroaimant au centre du tore et d'autres autour pour forcer le champ magnétique à tourner comme on veut dans la cavité. Et grâce à ça, encore une fois, les particules qui sont projetées vers la périphérie sont ramenées vers le centre. Donc une fois qu'on a rajouté la bobine au centre et les électroaimants supplémentaires autour, voilà à quoi ressemble le champ magnétique. On voit qu'une particule sur la ligne de champ en bleu, elle est d'abord vers l'extérieur du tore, puis elle est ramenée vers l'intérieur. On a bien résolu le problème. La fusion qu'on veut faire dans les centrales sur Terre, elle est un peu différente de celle du Soleil. Ici, on cherche à fusionner deux isotopes de l'hydrogène, le deutérium dont on a déjà parlé et le tritium. Un noyau de deutérium, on l'a vu, c'est un proton et un neutron, et un noyau de tritium, c'est un proton et deux neutrons. La fusion des deux donne un hélium 4, un neutron, et bien sûr beaucoup d'énergie qu'on va pouvoir récupérer. Le deutérium, on en trouve des quantités incroyables dans l'eau de mer, ça pose aucun problème. Par contre, le tritium, il n'y en a pas beaucoup sur Terre, et il se désintègre assez rapidement, donc il va falloir le fabriquer sur place. On peut par exemple utiliser du lithium, c'est-à-dire un noyau de 3 protons et 3 neutrons. Quand un neutron entre en collision avec un noyau de lithium, ça va former de l'hélium 4 et du tritium, donc on est content. Des neutrons, on en a plein vu que la réaction de base en dégage beaucoup, mais le souci c'est que ces neutrons sont très énergétiques. On appelle ça des neutrons rapides. Et ça risque d'abîmer les parois et de les rendre radioactives. Donc là, on a déjà deux problèmes. Comment générer du tritium sur place et comment se protéger des neutrons rapides. Une solution, ce serait d'utiliser d'autres réactifs de fusion, donc autre chose que le deutérium et le tritium. On pourrait par exemple utiliser du bore, mais ça demande des températures encore plus élevées. Et le souci, c'est que là, on est déjà à 150 millions de degrés. Et plus on chauffe le plasma, plus il devient turbulent. Les turbulences sont causées par le champ magnétique très intense et aussi par la différence de température extrême entre le plasma et les aimants. Le plasma, il est à 150 millions de degrés et à peine quelques mètres plus loin, les aimants, ils sont refroidis à une température très très basse, à peine quelques degrés au-dessus du zéro absolu, pour être dans un état spécial qu'on appelle supraconducteur. Donc tout le défi, ça va être de former un plasma qui circule sans trop d'instabilité. On a un exemple de ces instabilités avec le Soleil qui fait des éruptions assez régulièrement. Si ce genre de choses arrive dans la centrale, bon, c'est pas dangereux, il n'y a pas d'explosion, mais le plasma va toucher les parois, il va baisser d'un coup en température et la fusion va s'arrêter immédiatement. Donc on résume, il faut chauffer le plasma à très haute température, donc d'abord avec un champ magnétique, puis en injectant des particules à très haute vitesse ou en mettant des ondes à très haute fréquence. Ensuite, une fois que c'est chaud, l'énergie de la fusion fait que la température reste élevée, donc ça c'est bon, mais les réactifs, le deutérium et le tritium, ils sont consommés par la réaction, et donc ils vont disparaître petit à petit, il va falloir les réinjecter. Et pour ça, on envoie régulièrement des petits glaçons de deutérium et de tritium. Autre problème, la fusion dégage beaucoup d'énergie, ok, mais il va falloir récupérer cette énergie. Pour ça, on met en place un dispositif de sortie en bas du tokamak, on appelle ça un divertor. Donc pour ces trois premiers problèmes, on a trouvé des solutions, c'est à peu près réglé. Maintenant, il faut s'attaquer aux problèmes qui restent.
fabriquer le tritium sur place, protéger les matériaux contre les neutrons rapides, et surtout maintenir le plasma dans un état stable à une température suffisante pour que le rendement soit positif. Et il ne faut pas que la stabilité dure quelques minutes seulement, il faut que la centrale fournisse de l'énergie de manière continue. Donc il y a plein de défis à relever au niveau scientifique, au niveau technologique, et on ne sait pas à quelle vitesse ils vont être résolus. Mais on n'a pas tout misé sur le même cheval, on va voir qu'il y a d'autres machines qui sont testées pour réaliser de la fusion. Déjà, on peut imaginer d'autres géométries pour le champ magnétique. On a parlé des stellarators, donc ça continue à être un sujet de recherche, et on s'est rendu compte dernièrement que les tokamaks sphériques pouvaient aussi être très efficaces pour la fusion. Dans les tokamaks classiques, le plasma tourne sous la forme d'un anneau. Dans les tokamaks sphériques, le tube est plus haut et moins large, et les particules ont des trajectoires différentes. Elles descendent en faisant des hélices autour du centre et ensuite elles remontent en passant par la périphérie. Et grâce à ces nouvelles trajectoires, le plasma est beaucoup plus stable, donc c'est à creuser. Enfin, il y a une autre technique radicale pour régler les problèmes d'instabilité, c'est de créer un plasma sur un tout petit point pendant un temps très court. On fait ça à Bordeaux avec le laser mégajoule. On prend une toute petite bille qu'on remplit de deutérium et de tritium et on balance une centaine de faisceaux laser ultra puissants dessus. Le souci, c'est qu'on veut comprimer la bille de manière uniforme. Et si vous balancez un faisceau laser en un point, ça va déformer le reste. C'est un peu comme si vous essayez de comprimer un ballon de baudruche. Si vous appuyez fort à un endroit, ça va déformer le ballon d'un autre côté. Et ça va pas. On veut vraiment quelque chose de régulier. Une première solution, c'est de diriger les lasers dans une petite cavité qui va ensuite envoyer des rayons X sur la cible de manière uniforme. Une autre solution utilisée par les Américains, c'est de comprimer la cible non pas avec des lasers, mais avec un ensemble de petits fils métalliques ultra fins. On fait passer un courant très fort dans ces fils, ça va les comprimer vers la cible, et on peut atteindre comme ça des milliards de degrés, donc pour la fusion, c'est parfait. Problème, ça dure seulement une fraction de seconde, donc ensuite il va falloir trouver un moyen pour récupérer l'énergie. Là aussi, les défis à relever sont nombreux, mais si on y arrive, on a une énergie ultra propre pendant des millions d'années. Et avec ça, on va pouvoir faire de grandes choses. Une chose est certaine, pour une technologie comme la fusion, c'est impossible de faire des prédictions et d'avancer des dates. Quand on a une technologie comme ça progresse pas à pas, et d'un coup on a une accélération, la technologie est prête et personne ne l'avait vu venir. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ans que toute la société reposerait sur Internet et qu'on aurait des ordinateurs dans la poche? Qui aurait pu imaginer pendant la Première Guerre mondiale qu'on utiliserait des bombes atomiques 30 ans plus tard? Même quelques années avant, on s'en doutait pas, et c'est le projet Manhattan qui a tout accéléré. Avec la fusion, on va pouvoir satisfaire les besoins de la société moderne sans rajouter des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On va pouvoir fabriquer de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Pour dessaler l'eau de mer, on a déjà des technologies, mais elles sont assez gourmandes en énergie. Et puis, à long terme, on va pouvoir mettre en place un véritable développement spatial, avec des ascenseurs gravitationnels, des stations sur la Lune et sur Mars, des programmes d'exploration des satellites de Jupiter et de Saturne, pour aller voir s'il y a de la vie extraterrestre sur Europe et sur Encelade. On va pouvoir dévier les astéroïdes qui menacent la Terre, et pourquoi pas, un jour, aller visiter les exoplanètes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et la prochaine fois, on parlera des supernovas.